BFM Business, la librairie de l'écho. Emmanuel Le Chypre. Bienvenue dans la librairie de l'écho, l'émission de BFM Business qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique. Alors, c'est une émission spéciale évidemment, c'est les fêtes, c'est Noël, et qu'est-ce qu'on fait à Noël ? Eh bien, on se retrouve avec ceux qu'on aime bien, on offre des cadeaux, on se raconte des belles histoires, on se dispute aussi à Noël bien sûr. Eh bien, c'est exactement ce qu'on vous propose de faire tout au long de cette émission spéciale fête évidemment. N'oubliez pas tous nos réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez nous retrouver avec la programmation, la liste complète des livres, et Dieu sait si ce sera utile aujourd'hui parce que vous allez voir, ça va être un véritable feu d'artifice que l'on démarre immédiatement. Et on démarre avec ce que nos camarades considèrent comme le livre le plus important de l'année. Nos camarades, qui sont-ils ? Julien Damon, enseignant à Sciences Po et à HEC. Oui. Julien, Christian Chavagneux, éditorialiste à alternativeéconomique.fr et le principal animateur de la rubrique livre aussi d'Alternative économique. Jean-Marc Daniel, professeur émérite à l'ESCP Business School, président et critique de la Société d'économie politique, et puis Eva Jaco, notre camarade journaliste de BFM Business. On démarre, allez, avec donc votre livre de l'année, mesdames et messieurs. Christian Chavagneux, quel est le livre qui vous a le plus marqué cette année et qui peut-être aura le mérite d'être sous le sapin pour quelqu'un? Évidemment, le livre de Julia Cagé et Thomas Piketty qui est sorti au Seuil, une histoire du conflit politique, élections et inégalité sociale en France, 1789-2022. D'abord, un travail statistique absolument époustouflant pour les 36 000 communes de France. Pour les 36 000 communes de France, vous avez bien évidemment une base de données en ligne qui vous donne toutes les conditions socio-économiques, donc le revenu par habitant, le nombre de cadres, le nombre de propriétaires, etc. Et le résultat de toutes les élections depuis la fin du 18e et surtout depuis les législatives du milieu du 19e. La conclusion, c'est que les déterminants socio-économiques du vote sont beaucoup plus importants que les déterminants identitaires, par exemple, ou la place des immigrés, ce genre de choses. Et puis quelques petits résultats. Depuis les années 80, une explosion de nouveau des inégalités entre les territoires, très très forte, alors que depuis la fin du 19e siècle, ça avait plutôt tendance à baisser en France. Là, elle augmente depuis les années 80. Les riches n'ont jamais autant voté, les pauvres n'ont jamais autant pas voté. L'écart de taux de participation est historique entre les communes les plus riches et les communes les plus pauvres. Bon, évidemment, il y a des considérations plus politiques chez Piketty et Cagé qui veulent essayer de nous expliquer comment la gauche a perdu les voix, comment elle doit en regagner. Mais vraiment, ce travail sur les inégalités territoriales, exceptionnel. Ouais, avec ce message aussi, Christian, qui l'idée que la gauche traditionnelle a encore une base électorale qui pourrait être assez solide. Oui, tout à fait. On nous dit que les classes populaires ne votent pas pour la gauche. Si, elles votent encore pour la gauche, mais pas suffisamment. Et quand il y a un éclatement du vote populaire, à ce moment-là, la gauche perd toujours. Et c'est les moments où les inégalités remontent. Messieurs, une petite réaction rapide. Oui, moi, je n'ai pas été tellement convaincu par ce livre. D'abord, les élections entre 1820 et 1946, tout le monde n'avait pas le droit de vote. D'abord, le vote a été censitaire et jusqu'à 1946, les femmes n'avaient pas le droit de vote. Donc, comparer ce qui se passait au 19e siècle avec ce qui se passe maintenant est peut-être un peu rapide. Et ensuite, il y a effectivement... c'est un peu l'anti-science, c'est-à-dire on a le résultat avant et ensuite on fait tout pour démontrer ce résultat. Normalement, la démarche scientifique, c'est d'observer les faits, d'essayer de faire le tri dans ces faits et d'arriver à une conclusion. Moi, j'aime très fort, de l'anti-science, carrément. Moi, j'aime quand bien. On n'est pas d'accord avec Jean-Marc, c'est de l'anti-science. Moi, j'aime bien. On n'est pas d'accord avec moi. Je ne suis pas d'accord avec des gens qui font de l'anti-science. Voilà. Les amis, notre réveillon n'est même pas encore passé à table que vous commencez déjà à vous disputer. Julien Damon, un mot sur le Piketty, Cagé. Je vais faire une voix moyenne. Je suis agacé par la piquettophobie contemporaine. Vous avez plein de gens qui nous expliquent en permanence que c'est nul, que c'est idéologique, etc. Mais c'est pas le seul. Jean-Marc qui est là, ça n'est ni nul ni non de la science. C'est à lire. Jean-Marc a une vertu, il l'a lu. Tous ceux qui critiquent Piketty doivent le lire. Oui, absolument. Jean-Marc, votre livre. Alors moi, un livre qui est moins ardu. Un livre un peu synthèse. Un peu synthèse, un peu concret, qui est un livre sur l'énergie, le grand bazar de l'énergie, d'Erwan Benezet. Donc, des livres sur l'énergie, il y en a eu plein. Quel est le mérite de celui-là ? Alors, le mérite de celui-là, d'abord, non, pas spécialement. Bon, d'ailleurs, je ne sais pas exactement. C'est chez Artaud. Oui, chez Artaud. L'auteur est journaliste au Parisien, c'est le spécialiste de l'énergie. Et le mérite de ce livre, c'est qu'il est clair et qu'il a la
prétention réalisée de parvenir à nous exposer en profondeur les problèmes de l'énergie. Alors il y a 3 parties dans le livre. Une partie sur le gaz qui est liée essentiellement à l'actualité, à ce que nous avons vécu au travers de l'évolution de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, les conséquences sur l'approvisionnement en gaz. Une partie centrale remarquable sur l'électricité, le destin d'EDF, comment on a coulé EDF, comment on est arrivé à cette situation où, alors qu'on devait avoir de l'énergie, de l'électricité surabondante, on a failli être privé d'électricité à l'hiver dernier avec EDF qui a 65 milliards de dettes. Et puis une 3e partie sur les énergies renouvelables. Tout ça est clair, facile à lire et très instructif. Je crois que vous étiez d'accord, notamment sur la partie EDF. C'est clair, facile à lire, très instructif. La première partie, on peut laisser tomber, il suffit de lire les journaux. Par contre, la partie centrale sur comment le programme nucléaire français s'est complètement planté, il se plante aujourd'hui, et pourquoi en France on a du mal à développer les renouvelables, c'est très clair. Je suis d'ailleurs très heureux que Jean-Marc ait mis en avant ce genre de livre. Eva. Et ça me permet quand même de dire que EDF nationalisé, c'est pas un succès. De l'ambiance, hein, c'est bien. Alors là, un livre qui va tous vous mettre d'accord. Si vous avez encore un petit peu une âme d'enfant, je sais pas, Jean-Marc, s'il est... J'ai jamais eu une âme d'enfant. Oui, mais même, vous allez voir les adultes. Eva, Oui. franchement, c'est un de mes livres chouchous de l'année. Le livre La saga Lego, la petite brique qui a conquis le monde. Jens Andersen, c'est chez Duno. Oui, et moi c'est plus léger, du coup je vais essayer de vous convaincre, Jean-Marc. C'est vraiment un guide complet sur cette incroyable histoire de Lego, de cette petite brique qui a été créée en 1920. En fait, à la base, c'est une petite entreprise de menuiserie danoise. Ça se passe dans la ville de Billund au Danemark. C'est devenu ensuite Legoland en 1968. Alors les premières briques Lego, elles sont apparues dans les années 40. À la base, c'était des petites briques en bois. Et puis ensuite, les briques Lego ont été commercialisées et le plastique est arrivé dans les années 1949 à peu près. Et puis ensuite, voilà, l'histoire s'est faite. L'histoire avec un grand A, avec un grand H a commencé. Rapidement, Lego s'est vendu en Suisse, aux Pays-Bas, en Autriche, au Portugal. Et puis, dans les années 60, le rythme vraiment s'est accéléré. Il y a eu aussi de nouvelles gammes qui étaient faites spécialement pour les adultes. Il y a eu des passages à vide. Voilà. Et puis après, ils ont su à chaque fois rebondir. On vous dit ça d'un ton léger, mais c'est un livre d'économie. C'est un livre qui raconte une success story de business. Alors, l'avantage aussi, et ce qui est un point fort de Lego aussi, c'est que les adultes n'y résistent pas non plus, en fait. Ouais, les adultes sont vraiment fans et ça se prouve parce que le marché des adultes est en croissance, on l'a vu cette année. Et puis, c'est 28% du chiffre d'affaires du marché du jouet. Et puis, Lego est leader dans ce segment-là avec 12% de part du marché. Il y a des catégories comme Lego City, Star Wars, Lego Art. Les derniers lancements d'ailleurs pour adultes, c'est le Concorde et l'Orient Express. Et ça plaît à pas mal de monde autour de cette table pour ne regarder personne. Oui, j'avoue. Je sens que le Lego Concorde, il faut l'acheter pour... Oui, ou l'Orient Express, je sais pas, Jean-Marc, vous offre quoi? Vous avez déjà fait des petits jeux de construction comme ça? Mais peut-être des calèches de 1770, vous savez. Donc on est d'accord. Ce monsieur a fait Polytechnique. Il n'a même jamais construit une maquette de Lego. Ah non, oh là 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 là, mon Dieu. J'ai eu une très mauvaise note en dessin industriel en plus. Ouais. Alors que moi, j'en achète pour mes enfants, mais ça leur fait moins plaisir qu'à moi. Et donc du coup, c'est moi qui l'ai fait. Eh oui, Julien Damon, on passe à votre livre, votre choix de livre de l'année. Serge Pogam, L'attachement social, forme et fondement de la solidarité humaine, c'est aux éditions du Seuil. Oui, et ça n'est pas un livre d'économiste, mais de sociologue. C'est ma singularité dans cette émission. Et de surcroît, ça n'est pas un petit livre, c'est un pavé de plus de 600 pages. Donc c'est parfait pour mettre sous le sapin, mais c'est surtout parfait si on veut faire le point sur ces questions récurrentes dans le débat public, parfois un peu présentées de façon gnangnan, du lien social. On a l'intérêt avec Serge Pogam d'avoir une démarche rigoureuse, c'est un virtuose de la typologie, et il nous décrit les contours et évolutions des liens familiaux, des liens amicaux, des liens professionnels, et puis du lien national. Et il s'ensuit, à partir d'une base de données qu'il a créée à partir de 34 pays, un portrait des évolutions de ces liens qui soit nous libèrent, soit nous contraignent. C'est d'abord un peu le sujet de Noël d'ailleurs, que d'avoir des réunions familiales où nous nous libérons et nous sommes contents, mais aussi nous sommes pleins de contraintes. Enfin, en tout cas, ces 600 pages nous permettent d'avoir une analyse de ces institutions que sont nos relations humaines et de ce que sont les institutions qui les protègent, ces relations humaines, qu'il s'agisse de la famille, protection sociale rapprochée, ou des éléments plus généraux et institutionnels de protection sociale.
Merci Julien. Allez, moi j'ai choisi de célébrer un anniversaire, les 100 ans de la Harvard Business Review. La Harvard Business Review, c'est sans doute la revue de recherche la plus prestigieuse consacrée au management, à la gestion, à la stratégie, à la finance. Elle regroupe des articles écrits essentiellement par des universitaires, des dirigeants d'entreprises ou des consultants. Plusieurs générations de dirigeants d'entreprises ont été biberonnés à la Harvard Business Review. Eh bien, vous retrouverez dans ce numéro anniversaire une vingtaine des articles qui, au cours de ces 100 ans, ont marqué finalement l'histoire de la revue et donc de la pensée managériale. C'est absolument passionnant.